Salut à toi et bienvenue sur ce nouveau format du blog Nomad Life. Aujourd'hui, j'accueille Romain sur le blog. Il a accepté notre invitation pour nous parler de son expérience digital nomade. Il est dropshipper, il vit à Bali depuis plusieurs mois et il va vous raconter son expérience. Salut Romain! Salut! Bon, alors Romain, merci de venir sur le blog de Nomad Life pour nous partager un petit peu ta vie de digital nomade. Mais avec plaisir. Bon, bah, c'est super. Écoute, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que, tu veux bien nous dire, où tu es et depuis combien de temps? Nous parler un petit peu de ton voyage là? Ok, bah alors moi tout a commencé il y a bientôt un an. J'ai quitté la France en mars 2017 et tout a commencé donc en Malaisie où j'y ai passé 3 mois et ça a été mes premiers mois où je me découvrais un peu avec le style de vie nomade, tout ça. Ensuite je suis parti 1 mois et demi à Taïwan pour poser mes bagages un peu plus longtemps sur 7 mois à Bali et là je suis encore à Bali que je quitte dans quelques jours. D'accord, donc du coup, tu es, nomade depuis 2017, c'est bien ça? C'est ça, Heu, bientôt un an. OK, et donc tu as commencé ton activité avant de partir en voyage ou c'est venu après? Alors moi, j'avais d'abord quelque chose avant de quitter la France. J'avais déjà une activité sur laquelle j'ai travaillé pendant plusieurs mois, qui a fructifié, et c'est avec un certain pécule financier, je me suis dit, je veux partir et puis vivre un peu cette vie de nomade. Donc j'avais déjà quelque chose avant de partir. Et j'ai Mmh. travaillé tout au long de mon voyage. OK, d'accord. Donc, en fait, tu as un peu préparé, le terrain avant de partir, c'est bien. Heu Oui, voilà, c'est ça. et justement, tu avais déjà dans l'idée de partir quand tu as commencé, à travailler sur ton entreprise ou c'est venu vraiment après en mode: «Bah, tiens, je pourrais partir parce que je suis un peu libre»? Oui, c'est ça. En fait, moi, je pense que très tôt, j'ai été piqué par le virus du voyage. J'ai vécu de très jeune, j'ai quitté le nord de la France pour vivre 7 ans à La Réunion. Donc forcément, vient le moment un peu crucial des parents de te montrer de où est-ce que tu pars pour arriver où sur une carte. Et puis c'est là où tu découvres un peu la carte et tu fais, ah, putain, c'est pas mal tout ça. Et enfin bref, donc j'ai été piqué très tôt par le virus du voyage. Et moi, j'ai créé mon entreprise dans l'optique de devenir digital nomade, en fait. OK, très intéressant. Ouais, ouais, donc tu avais déjà de toute façon en tête de partir et de voyager, en travaillant, quoi. D'accord. Et C'est ça. du coup, alors est-ce que, tu peux nous raconter un petit peu ce que tu fais comme travail et est-ce que tu as fait des études en particulier? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? Alors, en fait, moi, de base, je suis un étudiant en informatique. J'ai commencé, donc j'ai tout de suite enchaîné sur une école privée d'informatique après mon bac. Et là-bas, j'ai rencontré un ami très proche, enfin un ami qui est très proche aujourd'hui, qui déjà commençait à faire un petit peu de business sur Internet. Et c'est lui qui m'a initié à tout ça. Donc on a commencé par de l'affiliation. Ou alors, c'est l'affiliation, c'est où tu vas venir vendre un produit qui n'est pas le tien, mais tu vas devoir toi le marketer à ta façon pour essayer d'avoir justement de convertir un trafic et gagner une commission sur le produit initial. Donc on a commencé par ça, tout en continuant nos études en parallèle. Et puis on est tombé un jour sur le dropshipping. C'était déjà en C'était déjà en 2016. Donc en 2016, on s'est tous les deux lancés dans le dropshipping. Avec nos études sur le côté, ça a pris un petit peu de temps. On n'avait pas beaucoup d'heures par jour à s'y consacrer, mais on l'a quand même fait pour que sur l'été 2017, on commence vraiment à engranger une certaine quantité comment dire, on commençait à avoir du chiffre d'affaires et un chiffre d'affaires qui était quand même qui était vraiment correct. Donc moi, en voyant ça et puis en découvrant un peu la puissance de la chose et du e-commerce, de tout ça, je me suis dit bon bah moi je pense que je vais arrêter mes études et me concentrer uniquement sur ça. C'est ce que j'ai fait. Et donc moi j'ai arrêté mon école d'informatique à la troisième année. Et je suis resté 6 mois en France pour continuer à travailler sur mon entreprise et continuer à la faire fructifier. Et je suis parti du coup en début 2017. OK, donc tu n'as même pas terminé tes études en fait en informatique?
Non, du tout. D'accord et en fait, finalement, en soi, est-ce que les études d'informatique que tu avais entamées, elles t'ont servi pour ce business-là? Ou alors bon, les études servent toujours un petit peu, mais concrètement, est-ce que ça t'a permis d'acquérir des compétences techniques, pour créer des sites web ou ce genre de choses? Alors, je vais dire oui, mais juste pour une seule chose, en fait. Moi, de base, quand j'étais dans mon école d'informatique, en informatique, aujourd'hui, on va avoir deux grandes écoles. On va avoir ceux qui vont s'occuper de faire, tu sais, tout ce qui est networking, tout ce qui est les routeurs, anciennement les modems, tu sais, genre les routeurs, tout ça. Et les personnes qui développent. Et forcément, quand on fait des sites e-commerce, le développement, c'est quelque chose qui semble cohérent. Enfin, faut savoir un petit peu faire du développement web, ou monter des sites. Donc en fait, moi j'étais très mauvais en développement. Hein. C'était vraiment la pire chose qui me soit arrivée dans ma vie. J'étais très mauvais à ça. Mais au moins, je savais correctement lire du code et puis faire des petites modifications par-ci, par-là, lorsque quelque chose me dérangeait sur mes sites. Mais D'accord. sinon, c'est juste pour ça que ça m'a servi. Mais sinon, j'utilisais Shopify. Donc c'est aujourd'hui un CMS qui est mondialement répandu pour le dropshipping, qui est vraiment la solution la plus facile aujourd'hui pour pouvoir monter un site en quelques heures. D'accord. OK, donc tu as un background un peu technique qui t'a quand même servi un petit peu, mais tu aurais très bien pu Exactement. faire sans, si je comprends bien? Oui, c'est Et ça. finalement, en fait, les compétences qui te servent aujourd'hui à vraiment gagner de l'argent, comment tu les as acquises? Alors, ce sont des compétences que j'ai acquises à côté. Alors, je n'ai absolument suivi aucun cours pour ces compétences-là. C'est tout simplement les compétences de marketing, enfin de marketing digital. Et notamment, moi, j'utilise beaucoup Facebook Ads, du coup. Et ça, donc, je commençais déjà depuis que j'ai 18 ans, je touche au Facebook Ads. Donc, aujourd'hui, j'ai acquis une certaine expérience. Et c'est cette compétence qui me permet de monétiser mes stores et de me faire gagner de l'argent. OK, d'accord. Bon, bah, super, c'est super intéressant. Donc en fait, on peut se former soi-même, en fait, au dropshipping, pas besoin d'intégrer un cours, spécifique ou quoi que Alors, ce soit? c'est vrai qu'en 2017, il y a eu, dans le milieu du dropshipping, et surtout francophone, il y a eu une explosion de cours à droite, à gauche, avec des gens qui ont vendu des formations à des prix assez ahurissants, alors qu'en privé, dans le milieu du e-commerce, ce sont des gens qui n'ont pas fait beaucoup avec leur propre store. En Mmh. fait, ils ont tout simplement vendu les pioches. OK et en fait, on entend beaucoup de choses négatives sur le dropshipping. Visiblement pour toi, ça marche, donc c'est une réalité. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner ton point de vue sur ça? Alors, bah justement, tout a commencé donc en 2017, quand le dropshipping francophone, il a littéralement explosé. Ouais. Pour faire la comparaison, moi j'ai commencé en mi-2016 et à ce moment-là, en fait, il n'y avait que des ressources anglaises qui n'étaient disponibles sur le dropshipping. Donc moi, c'est par ce biais-là que je me suis formé. Hein. C'était avec des groupes anglophones où les gens donnaient des tips, donnaient des conseils gratuitement. Et donc en 2017, là, le dropshipping, il a explosé en France. Il y a plein de groupes qui sont apparus à droite, à gauche. Ouais. Et le problème, et c'est là d'où vient la mauvaise réputation du dropshipping, c'est que énormément de gens ont flairé la niche et ont tout de suite vendu une formation de très mauvaise qualité et ils ont marketé ça donc de manière assez impressionnante et du coup beaucoup de gens ont dépensé de l'argent dans ce genre de formation de très mauvaise qualité et en plus d'avoir une valeur derrière qui était mauvaise, quand les gens ils ont appliqué, c'était encore pire. Donc les gens ont perdu de l'argent dans la formation et derrière lorsqu'ils ont voulu acheter des Facebook Ads et aussi des abonnements Shopify. Et donc après, D'accord. tous ces gens-là, ceux qui avaient perdu beaucoup d'argent, sont venus se plaindre sur les groupes ou même un peu partout sur Internet en disant que le dropshipping c'est de l'arnaque, ça ne fonctionne pas. Les gens ont dépensé plus de 1 000 € en formation et en Facebook Ads et puis ils ont absolument eu aucune vente, ça ne fonctionne pas. Alors que tout simplement, ce sont des gens, je pense qui n'ont pas un très bon fond, qui ont vendu une formation de très mauvaise qualité. Et c'est là d'où est venue en fait la mauvaise réputation. Ensuite, pour ce qui est du dropshipping, c'est un modèle économique qui est déjà connu et très connu depuis déjà très longtemps. C'est tout simplement le fait de vendre un produit de quelqu'un et d'être comme un affilié en fait. C'est à peu près la même chose. Sauf que là, maintenant, ça peut se faire par Internet. C'est-à-dire que moi, je peux décider demain de vendre un produit d'un artisan polonais, comme je peux aller chercher le plus classiquement sur AliExpress et trouver des fournisseurs chinois. D'accord. OK. Ça Donc répond à oui, ça répond à ma question. En fait, le dropshipping a mauvaise réputation parce que malheureusement, certains ont flairé, la bonne affaire, on va dire
et se sont précipités à vendre des formations hors de prix en promettant monts et merveilles. Alors Exactement. qu'en fait, il faut aborder le dropshipping comme tout business, c'est-à-dire avec éthique et sérieux. Et donc, si je comprends bien, c'est un petit peu ce que tu fais depuis quelques années et pour toi, ça marche plutôt bien. Tout à fait. C'est qu'après, il y avait aussi la question de la qualité. Et ça, la qualité, elle n'est que, enfin, c'est la responsabilité du dropshipper. Si la qualité elle est mauvaise, c'est que derrière, des gens, enfin, toi, t'as des gens qui vont venir commander le produit avant de vouloir le vendre pour tester la qualité, voir à quoi ça ressemble. Moi, en général, ce que je fais, c'est que je vais envoyer un produit, voir mes premiers retours clients. Et si je vois que le produit est mauvais ou que j'ai des mauvais retours, je change tout de suite de fournisseur. Moi, c'est D'accord, comme ça que j'opère. d'accord, ok. Mais du moins, je fais attention à la qualité. C'est-à-dire que je traque quand même en fonction des retours que j'ai. S'il y a des choses qui sont à améliorer, et si vraiment le produit est mauvais, alors là, je coupe ma publicité, mon marketing. Je rembourse si les clients sont vraiment très mécontents. Et derrière, moi, je trouve une autre solution pour avoir un produit de qualité. Donc en fait, la qualité, elle dépend vraiment du dropshipper. Elle dépend pas. Enfin, c'est ça, c'est travailler avec éthique en fait. C'est juste D'accord. que je fais attention à ce que je vends, et puis tout de suite, ça se répercute sur mes résultats. Donc en fait, ce que tu nous dis, c'est que il faut prendre le temps de découvrir les produits, de les faire découvrir à ses clients, de les tester. Pourquoi pas les tester soi-même si on le peut, Exactement. etc. Et du Mhm. coup, comment tu t'organises pour travailler combien de temps tu passes sur ton activité par jour? Parce qu'on a parfois entendu, il suffit d'une demi-heure par jour pour être dropshipper. Est-ce que c'est vrai? Comment toi tu travailles et aussi par rapport à ta vie de digital nomade, comment ça se passe en fait cette activité? Bah, en fait, étant un peu une activité libérale et entrepreneuriale, tu peux passer 1 heure dessus par jour, comme tu peux en passer 10 heures. Le truc, c'est que c'est effectivement vrai. Je pense qu'à un certain niveau, un dropshipper peut se permettre de travailler 30 minutes par jour. Si derrière, il y a tout un process, il y a toute une équipe qui est derrière et qui gère les tâches, en fait. D'accord. Une fois qu'on a bien outsourcé, qu'on a bien délégué les tâches, un dropshipper peut se permettre juste de checker ses pubs, voir ce qu'il y a à dupliquer, voir ce qu'il n'a pas à dupliquer, ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut ajouter. Et ça peut prendre une demi-heure, effectivement. Mais moi, en tout cas, durant ma première année en 2017, je venais à travailler, c'était un peu comme, je dirais pas non plus des horaires de bureau, mais au moins 5 heures par jour, ouais, c'est le temps que ça me prenait. Et cette année, en fait, les choses ont un peu évolué jusqu'à la fin, là, sur la fin de l'année 2018, peut-être que je travaillais entre 2 et 3 heures par jour. J'avais réussi à bien déléguer mes tâches, et puis surtout, j'étais dans une phase où je souhaitais avoir des résultats plutôt stables. Lorsque je veux vraiment une poussée de résultats, je me mets à travailler énormément, qui peut prendre donc plusieurs heures. On peut monter à 7, 8 heures de travail par jour. Mais là, je cherchais vraiment juste à rendre mes résultats stables, puis travailler de manière correcte. Donc j'en étais à peu près à 2, 3 heures par jour. Ok, donc en fait, ça fluctue en fonction de tes objectifs, en fonction Exactement. voilà, du travail que tu t'es fixé. En fait, finalement, comme n'importe quel business, que l'on soit freelance ou que l'on soit entrepreneur, c'est un petit peu, finalement, ça reste un business normal, quoi. Il y a tout un truc autour du dropshipping, mais il suffit de se fixer des objectifs, de travailler avec éthique et ça ressemble à n'importe quel boulot. Oui. Ok. Et du coup, je me demande, tu vois, si aujourd'hui, moi, je veux me lancer dans le dropshipping, par exemple. Alors, c'est pour donner exemple aux gens qui nous écoutent, s'ils veulent se lancer dans le dropshipping. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est encore possible? Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence? Est-ce que c'est possible de se démarquer? Alors moi, je l'ai vu la différence sur le marché français. Effectivement, il y a beaucoup plus de compétition, et surtout en 2019. Ouais, Donc en fait, moi, c'est un pays que je cible de moins en moins. d'accord. Moi maintenant, je me dirige vers les pays de l'Est, enfin comme les pays, je veux dire les autres pays européens, pas forcément les pays de l'Est. Mais j'arrête de me focus trop sur la France, et puis j'essaie de vendre dans des petits pays européens dans leur propre langue et dans leur propre monnaie locale. Vendre les mêmes produits qui pour moi ont fonctionné en France. D'accord, ok. Moi maintenant c'est comme ça que je perds. Mais en tout cas, je sais que là, si quelqu'un aujourd'hui veut se lancer en France, il peut le faire. Mais je pense qu'il doit se démarquer d'une manière ou d'une autre. Peut-être la vitesse d'exécution, un marketing un peu différent, qui soit peut-être que la source de trafic soit autre que Facebook, peut-être, pourquoi pas. Mais je pense que oui, c'est possible encore de faire du dropshipping en France, mais là, à l'heure d'aujourd'hui, il faut réussir à se démarquer d'une manière ou d'une autre.
D'accord. Donc, si on veut se lancer aujourd'hui dans le dropshipping en France, il faut quand même, va falloir envoyer du bois, quoi. C'est ça, voilà, va falloir un peu travailler et puis avoir D'accord. des idées qui tiennent la route. C'est pas comme il y a 2 ans, comme moi je me suis lancé, c'était complètement nouveau en 2016. Hein. Donc là, il y avait pas beaucoup de compétition, donc on pouvait se permettre d'avoir du temps en fait d'apprendre. J'ai eu la chance d'avoir eu ce temps pour apprendre, parce que j'ai appris le dropshipping sans formation. J'ai appris le dropshipping en me prenant tous les murs possibles et inimaginables. Mmh. Et c'est à force de boulot que 6 mois, peut-être, 6, 7, 8 mois plus tard, j'ai réussi à avoir des vraiment premiers bons résultats. Donc en gros, tu as commencé à générer vraiment tes premiers revenus au bout de 6-8 mois et vraiment pouvoir, envisager d'en vivre. Donc, si en plus maintenant on considère le marché actuel, sans formation et cetera, en faisant un petit peu comme toi, ça risque d'être encore même un peu plus long, quoi. OK. Ça risque d'être un peu plus long et plus cher aussi. OK, super. Du coup là, aujourd'hui, en termes de visibilité, de stabilité financière, du coup, tu es bon, quoi. Au bout d'1 an, tu es plutôt tranquille? Après, faut savoir que c'est quand même une activité qui est commerciale. Donc, en fait, c'est une activité qui fluctue en fonction des périodes de l'année. Genre, par exemple, la fin d'année, en général, c'est toujours génial. Par contre, quand on arrive sur le mois de janvier, février, bon, on remarque quand même qu'on ne fait pas les mêmes chiffres qu'en décembre ou novembre. D'accord. Donc, c'est une activité qui fluctue forcément avec les périodes de l'année. Mais sinon, après, lorsqu'on a un bon process, on a une bonne façon d'exécuter ses idées et puis aussi les routines qui se mettent en place dans un business. Oui, ce sont des revenus qui viennent. Oups, désolée, j'ai eu un petit problème technique. Romain nous expliquait en fait qu'avec les bonnes routines, les bonnes techniques et méthodes, il est possible de générer des revenus très confortables. OK, et du coup, on va un petit peu reparler de ta vie de digital nomade, donc plutôt de nomade. Quel genre de nomade es-tu? Comment vis-tu depuis que tu es parti? Est-ce que, tu vis dans des backpacks? Est-ce que tu vis dans des co-living? Est-ce que tu travailles, dans des cafés, dans des coworking? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Alors, après 1 an maintenant, j'ai testé pas toutes les façons de faire, mais j'en ai testé beaucoup. Quand je suis arrivé en Malaisie, tout d'abord, j'avais juste booké mon billet et j'avais pris une semaine dans un Airbnb. Donc je suis arrivé sur place et puis après ma semaine, en fait, j'ai demandé au propriétaire de savoir comment est-ce que je pourrais louer un appartement au mois dans le même bâtiment et puis il m'a redirigé vers un endroit où j'ai pu louer mon premier appartement pendant 2 mois en Malaisie. Et donc là, je suis resté un petit peu. Donc c'était vraiment 2 mois à Kuala Lumpur, la capitale, et je travaillais depuis mon appartement. Alors, ma productivité elle était pas terrible parce que c'est une première erreur que j'ai apprise, c'est qu'il fallait pas que je travaille dans mon lieu de vie, en fait. C'est quelque chose que j'ai retenu l'année qui vient de passer, c'est que j'ai beaucoup travaillé dans les endroits où je vivais. Et forcément, on est toujours tenté de s'affaler dans le lit ou alors faire autre chose. Ça m'est arrivé plusieurs fois l'année passée. Donc ça, c'est quelque chose que je pourrais déconseiller justement. C'est si vous voulez devenir digital nomade et travailler et de pouvoir voyager tout en travaillant, il faut travailler hors l'endroit de vie en fait. Trouver un café, trouver un espace de coworking ou un endroit qui a de la free wifi tout simplement. Dans un endroit qui vous est familier pour vous reposer, etc. C'est vraiment pas bon pour la productivité. Après, je suis resté 3 mois en Malaisie, donc j'ai fait 2 mois dans un appartement à Kuala Lumpur. Et après, j'ai fait un mois où j'ai fait quasiment une ville tous les 5-6 jours. Et alors, quand on fait ça, la productivité, elle est quasiment réduite à néant. En fait. On est fatigué du voyage, on est fatigué de devoir s'adapter à un nouvel environnement. Alors c'est sûr qu'en plus on est très occupé parce qu'on veut on voyage pas pour rien, on veut voyager pour sortir, pour voir un peu les choses que cette ville a à nous proposer, de la nourriture qu'elle a à nous offrir, ce genre de choses. Et durant ce mois en Malaisie, c'était presque un mode vacances parce que j'ai pas beaucoup travaillé finalement. J'étais plus occupé à prendre des bus, trouver mes Airbnb, rester à l'intérieur, ou même des hostels des fois, des auberges de jeunesse. Et
Donc durant ce mois-là, c'était très compliqué, j'ai quasiment pas travaillé. Donc si on, en tout cas de mon expérience, si on souhaite convier travail et voyage, je pense qu'il ne faut pas, il faut pas voyager tous les 5-6 jours. Faut rester quelque part pendant un mois ou peut-être 3 semaines, puis se déplacer comme ça. Je pense que ce serait la meilleure façon de faire. D'accord. Et aujourd'hui, je suis assez d'accord, je partage totalement ton point de vue parce que j'ai fait la même connerie que toi au départ. C'est normal, hein, on est tout excité du voyage en fait parce que oui, travailler forcément c'est super sympa de travailler depuis l'ordinateur, mais ce qu'on veut, c'est la raison principale pour laquelle on entame ce nouveau mode de vie, c'est pour les découvertes et le voyage. Et c'est vrai qu'au début, avec Lucas, on a fait la même erreur de bouger en fait régulièrement et la productivité et les résultats du coup suivent pas. Et donc comme toi, en fait, à terme, on se rend compte et on se pose en fait plus longtemps et ça ressemble beaucoup moins à un voyage comme on en a l'image au départ. Mais ça reste quand même un mode de vie un peu plus mouvant. Et du coup, aujourd'hui, comment tu fais? Combien de temps tu restes sur place? Là, tu m'as dit que ça faisait un moment que tu étais à Bali. Tu es resté au Oui, même ça fait. endroit pendant plusieurs mois? Comment ça s'est passé? Alors en fait, j'étais à peu près à la fin de mon voyage en Malaisie. En fait, j'ai un ami qui venait de terminer ses études, l'ami qui m'a introduit au monde du digital marketing, tout ça, qui lui avait réussi à convaincre ses parents de faire une année sabbatique. Il allait me rejoindre en Asie du Sud-Est et il m'a dit qu'il allait me rejoindre donc en juin, si je me trompe pas, en juillet, pardon. Et moi, à ce moment-là, j'arrivais à la fin de mon visa en Malaisie et il fallait que je trouve un pays dans lequel aller avant d'aller à Bali. Parce que D'accord. Bali, c'était un petit peu le point de rendez-vous. Et donc du coup, je suis parti à Taïwan pendant un mois et demi. Et ensuite, j'ai retrouvé cet ami-là à Bali. Et au final, je suis arrivé dans un espace de co-living. C'est comme ça que ça s'appelle maintenant. Euh, c'est une villa qui est tenue par un Français et qui aime mettre en contact un peu tous les entrepreneurs en ligne, freelancers, tout ça. Et donc, il a à disposition plusieurs chambres. Et l'espace, il est équipé d'un espace de coworking à l'intérieur. Et donc, tout est bien ficelé. Et j'ai découvert beaucoup de gens qui travaillaient dans mon domaine. On était à peu près équivalent en termes d'expérience dans le business. Et je me suis bien plu à Bali, parce que maintenant, ça fait 7 mois que j'y suis. Bientôt 7 mois. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste changé de temps en temps d'endroit à Bali. Mais je suis resté à Bali, j'ai pas bougé. Donc, j'ai dû faire des visa run pour pouvoir rester sur le territoire. D'accord. Et, et voilà. Donc, ça fait 7 mois que je suis à Bali. Et du coup, ça va se terminer d'ici quelques jours. Et c'était une très très belle expérience. D'accord. Du coup, tu as vraiment vécu l'expérience digital nomade euh, type, entre guillemets, hein, sans aucune péjorativité, je sais pas si le mot existe mais dans ce que je dis, mais vraiment, voilà, partir à Bali, vivre dans un co-living avec d'autres digital nomades, etc. Euh, du coup, j'imagine que c'est super enrichissant. Oui, c'est enrichissant pour deux choses. C'est qu'en fait, ici à Bali, il y a donc une activité par rapport à ça qui est assez impressionnante. Ouais, Il y a beaucoup de freelancers, il y a beaucoup d'entrepreneurs en ligne, un peu comme Chiang Mai. Même si pour avoir fait les deux, il y a quand même une différence qui est assez frappante. C'est qu'à Chiang Mai, les gens, ils sont là-bas pour tenter leur aventure, pour tenter de commencer à générer de l'argent par Internet. d'accord. Et quand ils arrivent à Bali, en général, ce sont des gens qui ont déjà un business installé et qui ont l'expérience. Donc, donc c'est vraiment chouette parce que pour le réseau, c'est super important. J'ai rencontré énormément de gens dans des domaines complètement différents et certains dans mon domaine qui ont parfois pu me donner quelques conseils ou voilà, on a pu s'entraider comme ça. D'accord. Et c'était très enrichissant de ce côté-là, oui. Ok, super. Et du coup, donc là, tu me dis que tu vas quitter Bali. Alors, si, avant de te demander quelle est la suite du programme, est-ce que tu peux me dire un petit peu le budget pour vivre à Bali en co-living et vivre cette expérience? Alors, moi, je ne pense pas avoir pris la moins chère. D'accord, Pour te donner une idée, moi, je sais que c'était 700 € par mois quand même. d'accord. Donc, pour un endroit comme Bali, c'est quand même un loyer qui est assez élevé. Mhm. Mais en tout cas, ça les valait parce que j'ai rencontré beaucoup de gens. C'est maintenant aujourd'hui, ce sont des amis et puis
On a passé de très bons moments ensemble. Mais je pense vraiment qu'à Bali, c'est même un endroit... ici, on peut commencer à faire une vie digital nomade. Je pense que pour 600 euros par mois, je pense qu'on peut avoir un logement, on peut avoir la nourriture, et puis on peut surtout se trouver dans des cafés pour avoir la connexion et travailler. L'Indonésie, jusqu'ici, c'est le pays qui est pour moi le moins cher. J'en ai fait quelques-uns aujourd'hui, et pour moi ici... Donc après, ça dépend de où est-ce qu'on va à Bali, forcément. Si on va dans des endroits un petit peu... Parce que Bali, vu que c'est devenu la première destination touristique au monde, sur TripAdvisor, je crois que Bali, c'est le numéro 1. D'accord. On peut très vite tomber dans le piège d'aller dans des endroits un peu plus huppés, où les prix ressemblent beaucoup on va dire, à des prix normaux pour des personnes qui viennent d'Europe. Mais si on s'en sort bien, qu'on trouve une petite chambre et puis qu'on mange local et puis qu'on trouve un petit café de temps en temps pour juste avoir la free wifi, on peut s'en sortir pour 500, 600 euros par mois. D'accord. Ok, donc c'est quand même un budget abordable. Et du coup, Bali étant, en tout cas à mes yeux, hein, je sais pas si les autres partagent mon avis, mais c'est un peu l'Eldorado du nomadisme digital. Et du coup, on peut viser Bali quand même assez rapidement quand on se lance, quoi, parce que le budget, tout compris, 500 euros par mois, ça le fait. C'est moins cher qu'à Paris, quoi. Oui, c'est pas difficile. Ok Romain, écoute, on arrive à la fin de cette petite interview. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets pour 2019 vu que tu quittes Bali? Qu'est-ce que tu as en tête? Alors là, justement, je pars de Bali. Ensuite, il va juste avoir une petite... il va 5 petits jours au Vietnam. Ensuite, je vais rentrer en France, revoir un peu les amis et puis un peu la famille. Là, depuis 1 an, ils m'ont pas vu. D'accord. Donc, je commence à me faire attendre là-bas. Ouais. Et ensuite, ça va être un road trip en Islande. Génial. Qui va durer une petite dizaine de jours avec des amis. Et ensuite, pour le prochain trip que je souhaite faire sur du long terme, ça va se partager parce que je suis en pleine restructuration par rapport à mes entreprises et puis surtout ma résidence, tout ça. Et donc, je suis en pleine hésitation. Soit je partirai pour plusieurs mois en Géorgie. D'accord. Soit pour 6 mois en Thaïlande. Ok. Géorgie ou Thaïlande. D'accord. Bon, C'est ça. affaire à suivre alors. Ouais, exactement. Bon, c'est ça qui est sympa, c'est que on a l'activité pro dans une valise et puis on n'a plus qu'à se laisser porter. Deux dernières petites questions. J'imagine que aujourd'hui, pour devenir l'entrepreneur que tu es, et tu t'es construit à travers, j'imagine aussi de la lecture, etc. Est-ce que tu as des livres, des recommandations, soit en termes de blogueurs ou de lecture que tu aurais faites? Alors moi, il y a une lecture que j'ai faite avant de partir et de commencer mon trip de digital nomade qui m'a mis un coup de poing. C'est Start with Why de Simon Sinek. Ok. J'ai adoré ce bouquin. Je le conseille vivement. En fait, il y a beaucoup de gens qui me demandent voilà quels sont tes livres, etc. Et puis ils me regardent en me disant la semaine de 4 heures. Et oui. Je leur réponds non, pas la semaine de 4 heures. Start with Why. D'accord. C'est vraiment un bouquin qui m'a beaucoup chamboulé, qui m'a permis d'évoluer dans le sens dans lequel je voulais aller. Et un autre bouquin que j'ai lu donc l'an dernier qui m'a aussi beaucoup chamboulé, que j'adore, ça s'appelle Flow de Mihaly Csikszentmihalyi, qui est un auteur hongrois et qui parle un petit peu de passion, de comment est-ce qu'il faut qu'on gère notre passion, de comment est-ce qu'il faut qu'on gère nos objectifs pour que ça reste une passion. Et c'est un bouquin qui est très très intéressant d'un côté psychologique et aussi d'un côté entrepreneurial. Ok, c'est noté. Je mettrai les références en dessous du podcast. C'est super, merci. Ça a l'air bien intéressant en tout cas, et je vais peut-être me pencher dessus. Ce sont des livres que tu as lus en anglais? Oui. D'accord. Alors, le Start with Why, je l'ai lu en anglais. Par contre, Flow, j'ai essayé de le lire en anglais. C'était vraiment avec un anglais très très compliqué que je n'arrivais pas à comprendre. Donc, il y a la version française qui est tout aussi bien. Ok, je te remercie. Allez, dernière petite question. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui, et particulièrement dans le dropshipping, mais se lancer peut-être aussi de manière générale en tant que digital nomade?
moi, je pense qu'il ne faut pas partir de là où on est avant qu'on ait une activité qui rapporte un pécule. Je pense pas que ce soit la bonne façon de faire, de partir et de se dire voilà, il faut que je me débrouille dans les mois à venir pour générer de l'argent. Je pense que c'est la mauvaise façon parce que si c'est le cas et que vous débutez une activité, que ce soit le freelancing ou même le dropshipping, il y a toujours un temps d'apprentissage qui peut être plus ou moins long, tout dépend des individus. Mais je pense qu'il faudrait vraiment d'abord rester chez soi et puis de travailler sur une petite entreprise, que ce soit une activité entrepreneuriale ou du freelancing, et qu'une fois que cette activité rapporte, là, on peut se permettre de penser en se disant, bon, c'est quand ma prochaine destination. Super, super. Très bon conseil que je recommande aussi régulièrement dans mes articles de blog. Parfait. Écoute Romain, je te remercie grandement d'avoir pris un peu de temps pour nous et partager ton expérience qui est excellente. Et je te souhaite bonne continuation dans tous tes projets et une excellente année 2019 à nomader À digitalement. toi aussi. Merci beaucoup. Bye bye. Salut, bye. J'espère que l'interview t'a plu. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce en l'air. À très vite sur Nomad Life.